Bonjour tout le monde, je suis Francesca Bullock. J'ai l'honneur et le privilège d'interviewer le romancier saint-félicien Steve Laflamme. Il a été nommé finaliste au prix d'excellence 2026 de Crime Writers of Canada. Son roman, La mémoire du labyrinthe, publié chez Libre Expression, figure sur la liste préliminaire dans la catégorie Meilleur livre policier de langue française, un prix commandité par Carrick Publishing. Steve enseigne la littérature, Mhm. notamment le roman policier. C'est bien ça, hein, Steve? Oui, Au Cégep de Sainte-Foy, à Québec. Il est l'auteur de 11 romans, au moins. oui, oui. Oui, Maintenant, oui. oui, maintenant oui, hein, c'est ça. Et de suspense. Chaleureusement accueilli par la critique. À ses heures, il est aussi guitariste et chanteur dans un groupe de blues qui se produit que dans les bars perdus. En fait, c'est les places les plus fun où se performer, je dirais, là. Mais surtout, il est le père de deux adolescents dont il est encore plus fier que de son réputé sucre à la crème, que moi-même, je n'ai jamais réussi. Ah oui, Donc, OK. bravo. Ouais. Si vous avez une recette que vous pouvez partager, moi, je serais contente parce que j'aimerais beaucoup compétitionner avec ma petite sœur sur son sucre à crème. Donc, bonjour Steve. Bonjour. Euh, bonjour. D'abord, félicitations. Finaliste pour le meilleur livre policier de la langue française du CWC. C'est tout un honneur. Donc, ça vous revient à cause de la mémoire du labyrinthe. Puis j'aimerais ça que vous nous parliez de l'originalité du roman, qui semble avoir séduit le jury. Son originalité. Ben, en fait, l'originalité du roman vient du fait que c'est un hommage à Borges, Jorge Luis Borges, qui est un des grands auteurs du 20e siècle, un auteur argentin qui a été très, très, très influent, dont on sent encore l'influence beaucoup au cinéma, entre autres. Là. C'est pas toujours volontaire de la part des réalisateurs, je crois, mais c'est un auteur qui, déjà dans les années 40, dans les années 30 et 40 en Argentine, imaginait des concepts métaphysiques qui étaient très, très en avance sur son temps. Puis c'est quelqu'un qui avait un talent pour raconter des histoires mettant en scène des concepts compliqués dans des textes très courts. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit un petit peu du fantastique, du réalisme magique. Et c'est un auteur que moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années aussi. Puis ça faisait quelques années déjà que je voulais écrire un hommage à Borges. Les auteurs de polar, on a souvent par le passé, dans le polar, il y a souvent eu des œuvres qui se sont concentrées autour de certains auteurs. Là. Je me souviens pas du nom de l'auteur, c'était Matthew, je me souviens pas de son nom de famille, celui qui avait écrit sur Poe, sur Dante aussi, OK, il y a oui. quelques années. Et c'est ça, je voulais faire un peu ce genre de choses-là. Donc, je pense que l'originalité vient de là, c'est de parler en fait, raconter une histoire policière autour d'un auteur mythique comme Borges. Puis le défi, en fait, c'était de vulgariser un auteur qui est très compliqué. Et donc, je Ouais. pense que ça venait de là. Puis peut-être qu'en fait, je pense que l'originalité de l'intrigue vient du fait que le point de départ dans le roman, c'est un courriel qui est reçu par le personnage de Frédéric Santinelli et elle découvre petit à petit que ce courriel-là, en fait, qui a l'air d'un message authentique de la part de la personne qui le lui a envoyé, est en fait un collage d'une quarantaine de phrases qui sont tirées des œuvres de Borges et qui composent un texte qui est lisible et qui est intelligible. Donc, je pense que si on parle d'originalité de l'œuvre, j'ai l'impression que c'est de là que ça vient. Et donc, ce message-là qu'elle reçoit va lancer la police, en fait, dans une enquête qui vise à retrouver appelons ça un objet, disons, qui a été prélevé sur un cadavre. Et cet objet-là est vraisemblablement dissimulé dans un labyrinthe, entre guillemets. Le labyrinthe, c'est une figure qui est très, très, très chère à Borges, qui est très présente dans l'œuvre de Borges aussi, le concept Ouais. de labyrinthe. Et donc, la criminelle, dans le roman, a conçu un labyrinthe, son propre labyrinthe dans une maison
qu'elle a réaménagé en hommage à son mari qui est décédé et qui était un spécialiste de Borgèse à l'université. OK. Et donc, pour avancer dans cette maison labyrinthe-là, il faut être capable de maîtriser l'œuvre de Borgèse et justement de résoudre les énigmes qui sont laissées par cette femme-là. Je sais que j'ai lu juste les quelques premières pages du Mémoire de labyrinthe et puis je suis accrochée. C'est certain que je vais aller commander le livre. Je veux absolument le lire. Mais j'aimerais ça. Vous avez mentionné un peu l'intrigue policière. J'aimerais ça comprendre l'intrigue principale policière de la mémoire du labyrinthe ainsi que de l'intrigue personnelle du personnage central, Frédéric Santinelli. Ouais. Puis je pense qu'elle s'est nommée Santi Idio à un moment donné. Elle s'est donné un En, petit nom. ouais, en fait, elle se traite de sainte idiote. Ouais, puis là, j'ai trouvé ça Euh, intéressant. Je me suis dit, je vais le découvrir plus tard quand je vais, tu sais, quand je vais lire le livre. Mais Euh, parce que si je me trompe pas, elle semble partager la place centrale avec Volta. C'est ça? On dirait ouais, que c'est comme une symbiose entre les deux ouais, personnages. Puis, ouais. y a-t-il une raison? Parce que je veux pas voler la question, mais j'aimerais l'intrigue policière première et puis Mhm. son intrigue personnelle, mais aussi la symbiose entre les deux personnages, si vous voulez bien. Ouais. En fait, l'intrigue policière, comme j'en ai glissé un mot un petit peu, en fait, ça part d'un courriel qui est constitué d'un collage de plusieurs citations de Borgès, c'est ce qu'on va découvrir progressivement. Et ça lance Santinelli et la police, parce qu'ils travaillent conjointement, dans cette enquête-là qui vise à retrouver, comme je le disais, j'ai dit un objet, en fait, qui est prélevé à un cadavre, mais en fait, c'est une partie du corps qui est prélevé à un cadavre et qui est dissimulé dans une maison que la criminelle a aménagée donc en hommage à son mari. Et c'est une maison labyrinthe, donc dans laquelle, pour progresser, il faut réussir à maîtriser l'œuvre de Borgès. Il faut comprendre les liens qui sont faits, les clins d'œil qui sont faits à des œuvres précises de Borgès. Euh, et puis, éventuellement, ben, si on se rend au bout du labyrinthe, il y a une possibilité de retrouver cet objet qui a été dérobé aux morts. Donc ça, Ça c'est doit avoir l'essentiel de pris, l'intrigue policière de façon très, très résumée. ça doit être très difficile d'élaborer quelque chose d'aussi complexe. Est-ce que, on va revenir à la question, mais avant que j'oublie, est-ce que c'est quelque chose que vous avez construit seul ou vous avez une équipe pour vous aider? Fait que ça vient tout de Non, je travaille l'imaginaire. tout seul. Je travaille tout Ah, seul. J'ai une bonne mémoire. Je pense que je suis quelqu'un de méthodique aussi. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai relu les trois recueils de nouvelles principaux de Borgès. Je les ai relus. J'ai mis en évidence des citations qui me semblaient, dans chacun de ces récits, des citations qui me semblaient être pertinentes OK. en vue de cette enquête-là. Et j'ai des photos de ça. Là, j'ai des photos il y a 2 ans quand je suis installé sur la table de la cuisine en ayant découpé chacune de ces phrases-là. Et j'ai environ une cinquantaine de petits bouts de papier sur la table. Et là, ben, le travail consistait à les placer dans un ordre qui pouvait donner un texte homogène. Euh, Ouais. et donc, il y a tout un travail d'organisation comme ça, puis un travail aussi comment dire, ça, c'était une partie du travail qui c'était quand même pas la plus complexe. La partie la plus difficile, c'était d'imaginer la maison labyrinthe, en fait, et d'imaginer des liens dans cette maison-là avec des textes phares de l'œuvre de Borgès. Euh, donc, par exemple, Ouais. quand on est au rez-de-chaussée dans cette maison-là, ben, il y a des feuilles de papier partout sur les murs avec des lettres. Ça a l'air d'une espèce de charabia incompréhensible. Et il y a un spécialiste de Borgès qui contribue avec la police pour essayer d'aider à progresser dans ce labyrinthe-là. Et il en vient à comprendre que ce rez-de-chaussée-là et tous ces symboles-là sur les murs sont une référence à la bibliothèque de Babel, qui est un des textes les plus importants de Borgès. Donc, il y a plein de clins d'œil comme ça, et c'est le genre d'énigmes comme ça auquel on doit répondre pour progresser dans le labyrinthe.
Mais c'est une œuvre dont la complexité, c'est un roman dont la complexité est à différents niveaux, je dirais. Donc, il y a toute l'élaboration de ça. Il y a aussi il fallait que je trouve, comme je le disais tout à l'heure, une façon de vulgariser Borges, parce que c'est pas un auteur qui est facilement accessible pour monsieur, madame, Non. tout le monde. C'est un auteur qui est compliqué. La première fois Mm. qu'on le lit, on se demande où ça mène, tout ça. Donc, c'est avec le temps qu'on en vient à assimiler son œuvre. Puis donc, il y avait un travail de vulgarisation. C'est là que mon travail de professeur, je pense, m'a aidé beaucoup, là. Mais c'était les principaux défis là, dans ce roman-là. Incroyable. Mais puis je vais revenir à la question parce que je veux pas voler non plus le spotlight à Frédéric puis à Volta, mais justement, oui, leur symbiose, puis elle, son personnage, son cheminement, elle, personnel, son arc, si on peut le dire en bon Ouais. anglais. En fait, le personnage de Frédéric Santinelli, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans ma première série policière, qui mettait en scène l'enquêteur Xavier Martel. Dans le troisième tome de la série, Sans la peau, Santinelli, qui est professeur de littérature à l'Université Laval à Québec. Donc, l'enquêteur fait appel à elle pour décrypter un poème d'un auteur russe. Et donc, OK. elle apparaît peut-être une page ou deux dans ce roman-là. Et je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ce personnage-là avait le potentiel d'apparaître ailleurs. Puis, donc, j'ai décidé de lui donner sa propre série parce que ça faisait un petit bout de temps que j'imaginais un personnage de professeur de littérature qui contribue avec la police, qui aide à décrypter des textes, euh, sans qu'on tombe je sais plus comment, je sais pas trop comment expliquer ça, là, mais le polar ésotérique un peu à la Dan Brown. Là. Oui, oui, On n'est pas oui. vraiment là-dedans, mais on est Non. plus on est dans du concret, là, mais dans en fait, la nécessité de décrypter des textes. Puis la littérature, ben, c'est mon matériau de travail chaque jour. Donc, je me disais, j'ai des connaissances là qui peuvent servir dans des intrigues policières. Donc, Santinelli apparaît dans un premier roman. En fait, La mémoire du labyrinthe, c'est le troisième de la série. Elle apparaît dans un premier roman et chaque fois, son rôle, en fait, c'est d'aider la police parce que pour chacune des enquêtes, il y a des textes qu'il faut ou bien décrypter ou bien il faut être capable d'aller en sous-texte, aller voir ce qui est sous-entendu, quelles sont les allusions qui sont faites à des auteurs, à la littérature. Dans le premier roman, c'est la Golden Dawn, qui était une organisation occulte de la fin du 19e siècle, OK. qui a existé véritablement. Dans le deuxième de la série, c'est autre chose. Des éléments qui sont cachés dans un texte. Puis ça, c'est une chose avec laquelle j'aime beaucoup m'amuser. Coder les textes, écrire, produire un texte, par exemple, dans lequel il va y avoir des symboles de cachés ou des mots qui seront cachés dans le texte. Et c'est là que la contribution de Santinelli apparaît. Et Santinelli, elle, sur un plan personnel, ben, son arc à elle, c'est que c'est une femme qui n'a aucun souvenir des 18 premières années de sa vie parce que elle a accepté un traitement expérimental d'effacement de la mémoire avec un traitement sur la protéine K. Il y a véritablement des recherches qui sont faites là-dessus. J'ai vérifié. Et Wow. donc, OK, elle a ouais. accepté, elle a accepté à 18 ans un traitement. C'est un traitement qui est utilisé souvent pour les victimes de chocs post-traumatiques. Et donc, elle a accepté à 18 ans de, de participer à ce traitement expérimental et ça a effacé sa mémoire de ses 18 premières années. Et donc, pour elle, ces 18 premières années, c'est un trou noir. Et les seuls souvenirs qu'elle en conserve, c'est deux cicatrices au poignet qui laissent croire Oh, qu'elle a fait une tentative de suicide. Et OK. elle sait que ses parents sont morts. Mais c'est tout ce qu'elle sait de son passé. Et donc, son arc, ça va être en fait que dans le premier roman, il y a la participation à l'enquête va comme solliciter des souvenirs. Quelques souvenirs des souvenirs parcellaires qui vont revenir à la surface. Et donc, ça traverse toute la série, ça. Et dans La mémoire du labyrinthe, ben là, on en apprend beaucoup plus là, sur ce qui est véritablement arrivé dans son passé, qui a justifié qu'elle accepte ce traitement-là d'effacement de la mémoire. Est-ce qu'elle est entourée de gens qui la connaissaient depuis ses premiers 18 ans de Elle vie? a Ou... sa meilleure amie, en fait, Nina Kuno, qui est OK. d'origine inuit, qui la connaît depuis l'enfance, parce que ses parents à elle, les parents de Santinelli travaillaient avec la mère
OK. de Nina Kunuk au Nunavut. Ils étaient des Médecins sans frontières. Et donc, elle, c'est sa meilleure amie. Elle est pas mal au courant de son passé, mais elles ont une entente. On ne touche pas à ça, on n'ouvre pas cette boîte-là parce que ça risque d'être trop douloureux. Sauf que Hey, c'est très par original. la force des choses, ben, Nina n'aura pas trop le choix là, d'en dévoiler à Frédéric parce qu'elle-même va avoir des flashbacks là, par moment. OK. Ça doit être difficile pour elle aussi, là. OK. Absolument. Puis Volta, son, comment qu'il aide, comment je peux dire, comment qu'il complète Santinelli? En fait, Volta, c'est le policier, c'est Ouais, l'enquêteur. sergent, je pense. Parce que SQ? Santinelli, en fait, Santinelli, oui, c'est ça, c'est un policier de la SQ à Québec. Et Santinelli, elle a les connaissances, mais elle n'a pas l'autorité. Donc, OK. les deux se complètent de cette façon-là. Elle va d'abord servir de consultante, si on veut, au début de la série. Et Volta, lui, ben, c'est le policier, donc c'est celui qui a les moyens, qui a les ressources, le personnel pour mener l'enquête, qui a l'autorité aussi pour mener l'enquête. Donc, ils vont travailler à deux. Elle va beaucoup l'aider avec les connaissances littéraires comme telles et historiques qui vont éclairer sur les motifs des différents criminels dans chacun des romans. Et Volta, ben lui, c'est l'exécutant, si on peut dire. Là. Lui aussi, évidemment, c'est un enquêteur, donc il va faire ses propres découvertes aussi, bien entendu, mais euh, il n'y a pas les connaissances de Santinelli. Il a besoin de Frédéric Santinelli pour aller un peu plus profondément dans la compréhension des textes qui justifient les actes des criminels. Ah. Ben, en tout cas, moi, j'aime beaucoup leur. Je les ai pas encore vus travailler ensemble. J'ai vu à date, dans la lecture à date, séparément. Puis j'aime beaucoup Volta. J'aime beaucoup son approche. J'aime sa raideur. J'aime aussi ses vulnérabilités à Frédéric, parce qu'elle est au Nunavut. Oui, Puis oui, je trouve aussi que l'endroit est intéressant. C'est très rare de lire un roman policier thriller avec le Nunavut. J'en ai pas encore lu. oui. C'est pas parce qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu encore. Donc, je me demandais, est-ce que c'est parce que c'est un endroit que vous aviez visité? Est-ce que il vous est très connu ou c'est votre imaginaire? C'est. C'est l'imaginaire, mais en même temps, je me suis organisé pour pas dire n'importe quoi. Ouais, J'ai un ami qui est pilote d'avion, qui est allé quand même assez fréquemment dans ce secteur-là, dans le coin d'Arviat, justement, au Nunavut. Donc, pour la description des paysages, pour la description un peu de l'endroit. Et puis, il y a quelqu'un aussi que j'ai consulté, là, il est dans les remerciements à la fin de La mémoire du labyrinthe. Il y a quelqu'un que j'ai consulté pour des éléments de la culture, pour ouais, ouais. Mais c'est ne très serait-ce que vrai. des, c'est important pour moi Ouais, que ce soit pas caricatural, que ça reste pas ouais, général non plus, qu'il y ait des choses qui soient spécifiques. C'est le fun aussi parce que c'est pas facile de se renseigner sur cet endroit-là parce que ne serait-ce qu'avec Google Maps, on voit pas grand-chose. C'est non. tellement vaste et peu peuplé que la géographie est pas facile à identifier. Donc, je me suis renseigné là-dessus, mais j'avais besoin, c'est arrivé un petit peu par hasard, j'avais besoin euh, je- ça a commencé avec le nom d'un personnage, hein, le nom de Nina Kunuk. Le nom m'est comme apparu, puis bon, je me suis dit, ça sonne un peu inuit, donc elle pourrait avoir des origines dans ce coin-là. Puis à un moment donné, dans une des intrigues, ben, il y a un besoin de se sauver du Québec. Et donc, ça Ouais. devenait l'espèce d'endroit approprié où on peut aller Le se cacher désert parce que le blanc. territoire est très vaste. C'est un désert blanc, effectivement. Donc, c'est arrivé un Ouais. peu par la force des choses, mais c'est un beau hasard. Ah non, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça très intriguant. En tout cas, j'ai hâte d'en lire plus. Fait que, justement, pour parler de, vous avez mentionné le traumatisme, mais vous mélangez traumatisme aussi, mais vous intégrez un peu d'humour, puis on dirait que c'est pour un peu mettre, si je peux me permettre, diluer un peu l'intensité du texte parce que Ouais, comme euh, Jorge Luis Borges, pour essayer de le prononcer comme il faut, je sais que ouais, lui, il aime les phrases intenses, dense, avec beaucoup de purpose.
excusez, je le Mhm. dis en anglais, là. Donc, mais vous semblez vouloir un peu diluer le traumatisme avec de l'humour. Puis je me demandais si ça vous arrivait de vous imposer certaines limites sur vous-même pour des raisons sociales, politiques ou autres, afin d'éviter d'offenser le monde. Tu sais, on veut toujours, en tant qu'écrivain, on veut être capable de lâcher prise sur toutes les barrières qu'on Ouais. s'impose, puis être capable d'écrire. Mais est-ce que vous avez une certaine, est-ce que vous vous imposez une barrière? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que Oui, ce oui, il y a ballon-là, toujours oui, il y a toujours une forme d'autocensure, c'est évident. J'essaie de me dire, est-ce que ça va faire rire? Qui est-ce que ça va faire rire? Est-ce qu'il y en a que ça risque de ne hmm, pas faire rire? Donc ça, c'est pas mal mon baromètre. Mais sinon, moi, je suis un grand adepte de l'humour noir, puis de l'humour qui grince, l'humour un peu caustique et sarcastique. Donc, je suis comme ça dans la vie. Donc, cette narration-là, puis ces personnages-là me ressemblent beaucoup de ce point de vue-là. c'est le Euh, naturel? ouais, c'est le naturel. Je trouve que l'humour noir nous amène. L'humour noir, il sert beaucoup comment dire, pas juste à désamorcer, mais à imposer des limites, justement, à nous montrer où sont nos Ouais, limites. ouais, Souvent, ouais. il va déstabiliser des fois parce que la personne qui est déstabilisée est consciente qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce qui a été dit. Et donc, moi, j'aime beaucoup jouer avec ça. Puis ça déstabilise le lecteur aussi parfois. Là, j'aime beaucoup être dans un sujet sérieux puis arriver avec une remarque un peu humoristique qui va comme désamorcer un petit peu la gravité de la situation. Mais en même temps, je reste conscient aussi du ton qu'il faut maintenir. Il y a un ton qui est Hmm, approprié à certaines situations. Si on est dans une scène de haute tension, il serait étonnant que j'arrive avec hmm. de l'humour parce qu'il faut maintenir quand même une tension. Là. Donc, il y a des moments pour faire ça. On ne peut pas le faire n'importe quand. OK, OK. Hum, je voulais juste peut-être poser une dernière question. Je sais qu'on arrive vers la fin. C'est la question standard. C'est quels sont vos prochains projets? Parce que je sais Les prochains que projets. il y a de l'ouverture, je pense, vers l'Europe pour l'horreur jeunesse ou autre chose. En fait, c'est que l'Europe, je sais pas. Je suis en Europe déjà avec les contes interdits là, qui sont un gros succès au Québec, puis qui sont traduits déjà Oui, dans quelques bravo. langues. Mais sinon, les projets dans l'immédiat, j'ai un roman d'horreur jeunesse qui est prévu pour l'an prochain, mais on est encore dans le travail éditorial. Je viens de terminer un manuscrit, un thriller. Pour une collection qui va mettre en évidence, qui va mettre à l'avant-plan des syndromes ou des désordres psychologiques particuliers Eh dans le but de les oui, faire connaître. Donc, OK. c'est les deux projets sur lesquels je travaille dans l'immédiat. Puis le prochain tome de Santinelli et Volta, évidemment, là, c'est quelque part dans ma tête. Là, Nice. éventuellement, Good. éventuellement, on va embarquer là-dedans. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Mais écoutez, Steve, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On l'apprécie. Moi, en tout cas, ça m'a fait grandement plaisir. Et puis, Pareillement. j'espère que vous allez pouvoir consulter l'enregistrement sur notre site, le CWC. Et puis, encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Merci, Francesca. Merci, Eric aussi. C'est très content de vous parler. Merci.